Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, on va parler de la dette technique. Qu'est-ce que c'est la dette technique? La dette technique, on a souvent évoqué ce concept dans Scrum Life. Donc voilà, cet épisode-là, on explique ce que c'est. Du coup, la dette technique, c'est quoi? En gros, on a fait du code, parce qu'on parle de projet logiciel, du code qui n'est pas complètement clean, qui n'est pas tout à fait propre, qui n'est pas comme il devrait être si on faisait bien, vraiment bien les choses. Là, pour réussir à écrire cette user story aussi rapidement, j'ai arrondi les angles, comme on dit. Voilà, j'ai gardé l'architecture actuelle, je l'ai un peu tourné dans tous les sens pour réussir à brancher les use cases qu'on avait besoin. Mais voilà, on sent que c'est un peu limite, quoi. Normalement, il aurait fallu reprendre l'architecture, la faire autrement pour qu'elle reste bien évolutive. Là, ça passe, je suis allé vite, c'est cool, mais je pense que ça va coincer à l'avenir si on commence à refaire des évols comme ça, quoi. Pourquoi ce nom de dette? Justement, par analogie avec la dette au sens financier, bancaire, des emprunts, etc. Parce que justement, cette dette technique, il va falloir la repayer plus tard. Et plus tard, soit à un moment, il va falloir la rembourser pour qu'elle n'existe plus, ou tant qu'on ne la rembourse pas, on va payer les intérêts. C'est-à-dire qu'au quotidien, effectivement, on va payer les pots cassés, d'avoir ces éléments un peu pourris dans le code. Ça va nous pourrir la vie au quotidien. On va payer les intérêts. Voilà. Et le jour où on veut l'enlever complètement, là, il va falloir investir beaucoup pour éponger complètement la dette, pour la rembourser. Ah non, mais là, pour moi, cette user story, c'est 20. C'est pas possible que ce soit moins que 20. Parce que franchement, là, on a complètement trituré notre framework. On est censé faire du multithreading. Et à chaque fois, on écrit du code dans des callbacks. Donc le truc, il se mord la queue, il se bloque tout seul. On le sait, on l'a vécu. On a eu toute une phase, on a travaillé là-dessus. À chaque fois, on touche un endroit, on pète tout le reste. Donc, si on y va et qu'il faut le faire, ok. Mais je vous dis, ça va être long et douloureux. Vraiment, je descends pas en dessous de 20. Au passage, ce concept de dette qu'on retrouve dans la dette technique, il s'applique à d'autres domaines. En l'occurrence, la dette fonctionnelle, par exemple. Là, ça va être plus le fait que le logiciel, il est bien écrit, mais le comportement est juste super bizarre, et donc c'est une forme de dette. Là, le produit, je sais qu'on l'a réécrit, il est nickel niveau code, il n'y a pas de dette technique. Par contre, le fonctionnel, les règles métiers, c'est toujours les mêmes. Ça a explosé en complexité au fur et à mesure du temps, on ne l'a jamais simplifié. Et ça, voilà, ça c'est ok. C'est pas de la dette technique, mais c'est de la dette fonctionnelle si on veut. Et du coup, c'est super compliqué d'appréhender le produit. Et puis alors, pour l'utilisateur, il a du mal à s'y retrouver, quoi. Il clique un endroit et il ne sait pas comment ça calcule la suite, quoi. Donc il y a un vrai problème, ouais. C'est de la dette fonctionnelle, on peut appeler ça comme ça, ouais. Ou de dette organisationnelle. Voilà, il se trouve que tel que les équipes sont formées, voilà, on a des silos, ça peut être aussi la culture managériale, fait que des choses simples deviennent aussi très compliquées. Donc c'est exactement le même concept qu'on retrouve, et on se retrouve à payer les intérêts tant qu'on n'a pas épongé cette dette. Là, pour implémenter cette demande fonctionnelle, il va falloir aller voir 4-5 équipes pour qu'on synchronise bien, parce qu'il y a un peu tout le workflow, côté back-end, côté front, il y a les différents fronts, etc. Aujourd'hui, l'orga, elle est comme ça, on pourrait appeler ça une dette organisationnelle. Le fait de parler à 5 équipes et de les synchroniser entre elles, inévitablement, ça va prendre du temps. D'où vient-elle cette dette technique? Comment ça se fait qu'à un moment donné, on est dans une situation où on génère de la dette technique? Alors tout d'abord, il faut bien se rendre compte que cette accumulation de dette technique, elle n'est pas toujours faite de manière consciente. On a fait des choses à un moment donné, et à ce moment donné-là, on a fait du mieux qu'on pouvait, mais on ne savait pas mieux faire. Et avec le recul, après, on sait, et on se rend compte que ce qu'on a fait, c'était pas terrible. Pour faire évoluer notre code front-end, voilà, on va introduire un framework. On a préféré Angular à React. Voilà, ça nous semblait plus mature, plus proche de comment on travaillait jusque-là. Voilà, puis c'est vrai que la programmation réactive qu'il y avait dans React, on n'était pas trop à l'aise avec ça. Donc voilà, donc là, on se dit que c'est le bon move. Donc on va tout passer en Angular. Et puis on va pas le regretter, quoi. Pour expliquer le côté technique de la situation, en gros, aujourd'hui, les entreprises qui ont choisi Angular, elles vont sur React. Ah, ça fait plaisir, là, voilà, on a sorti la première vraie grosse version de notre produit. Puis là, le produit, il a une bonne tête même en termes de construction technique. Voilà, il y a vraiment un noyau dur avec les règles métiers qui vont pas changer. Franchement, on le sait, le business, là où on est, ça va pas bouger beaucoup. C'est un truc d'archi bien solide, quoi. Eh ben, encore une règle métier qu'il va falloir changer, voilà, au cœur du produit. Finalement, c'est vrai que
notre archi qu'on avait faite, toutes nos hypothèses étaient erronées, quoi, en fait. Ok, bah donc du coup, moi, il faut que je fasse ça. Comment je vais m'y prendre? Bon, je vais faire une grosse classe, je pense. Pas besoin de faire plein de petites classes. Franchement, quand tout le code est au même endroit, c'est quand même plus lisible, plus maintenable. Voilà, et puis je vais faire des singletons. Ouais, ouais, plein de singletons. Là, je vois, il y a plein de managers, plein de trucs comme ça. C'est bon, puis ça va être plié. Il va être beau, mon code, je pense. Mais sérieusement, j'avais quoi en tête à cette époque? La dette technique peut aussi être la conséquence d'une mauvaise communication. Salut, est-ce que vous avez fini la route pour accéder aux commentaires? Voilà, pour que nous, bah, sur la page, en dessous de l'article, on puisse bien mettre les commentaires. Vous avez fait ce qu'il fallait? Ouais, ouais, bien sûr, c'est là, c'est dispo. Bah, je vous envoie la doc et puis vous vous en sortirez. Franchement, on a fini ça. On a fait ça il y a un mois déjà, hein, donc c'est bon, c'est clean, c'est réglé. Je suis désolé, on vient vous voir. Il y a un gros problème. Vous savez, bah, les commentateurs, les utilisateurs, quand ils laissent des commentaires, ils peuvent mettre des URL. Et en fait, ça arrive même assez souvent, notamment quand c'est du spam, passons. Mais du coup, ils sont pas encodés. Du coup, nous, on est obligé de faire des triturages pas possibles pour les récupérer, les afficher en texte ou les rendre cliquables, etc. Enfin, voilà, est-ce que ça serait possible, du coup, bah, que vous encodiez, quoi, pour que nous, on ait du texte clean, direct, quoi. Il n'y avait pas ce besoin-là à l'époque, hein. Je suis désolé, ça ne nous a pas été communiqué. Et là, maintenant, du coup, c'est compliqué, hein. Là, on l'a fini l'API, je pense pas qu'on va y retoucher. Mais de toute façon, vous avez déjà trouvé un workaround, vous y touchez côté front, donc c'est bon, vous allez faire ça. Ou tous les fronts vont le faire, et puis ce sera très bien, quoi. Ou la situation qui est tristement et probablement la plus courante, il y a une grosse pression pour livrer. Allez, 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 là, c'est bientôt la démo, donc vous dépêchez, vous terminez les 3 user stories qui traînent, vous débrouillez comme vous voulez, vous êtes quand même engagé à le faire, donc vous débrouillez, vous le sortez, et puis c'est tout, quoi, hein. Allez, 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 là, c'est la dernière release, après on a fini, quoi, donc vous débrouillez, vous livrez le truc, de toute façon, franchement, après on s'en fiche, hein. Le code on le reverra pas, on fera pas la maintenance, donc vous débrouillez, vous donnez un coup de collier et vous me sortez ça, quoi. Et là, pour le coup, cette situation, elle fait directement rappel aux précédentes vidéos, où on parlait du Scrum détourné, hein. Ouais, ce genre de situation, ça se voit à la dette qui est générée. Alors, quand on parle de dette technique, souvent c'est synonyme d'un truc très mal, qu'il faut surtout pas faire. Eh bien, pas forcément. Parfois, on peut faire de la bonne dette technique. Donc rappelez-vous encore une fois l'analogie de la dette. Quand on achète sa maison, qu'on fait un emprunt, on s'endette, mais on fait aussi un investissement. Et la dette technique, de la même manière, ça peut aussi être un investissement. Mais attention, hein, ça suppose que déjà on le fasse en pleine conscience. Voilà, là on prend de la dette et on le sait. Moi j'ai une grosse nouvelle, hein. Nos concurrents, ils ont sorti exactement ce qu'on voulait sortir en fait. Et là on peut pas les laisser, quoi. Il faut vraiment qu'on prenne du terrain. Je sais qu'on était à 2 doigts de sortir, il nous manquait juste les tracking. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... On sort l'appli, quoi. On la sort comme ça. Je sais que c'est une grosse connerie, parce que nous, derrière, sans tracking, on va pas pouvoir analyser comment nos utilisateurs utilisent le produit et du coup l'améliorer et du coup être meilleur que nos concurrents. Mais là, voilà, là, je me dis, faut vraiment qu'on occupe le terrain. Voilà, vous pensez que c'est possible? Qu'est-ce que vous en dites? Et à condition aussi que cette dette soit maîtrisée. Eh bien, nous voilà en revue d'itération. On va faire le tour de tout ce qu'on a fait. On va expliquer les challenges qu'on a rencontrés, comment on les a contrés, etc. Cette feature, on a réussi à la sortir, on l'a finalisée. Par contre, attention, hein, on a dû bricoler un peu derrière parce qu'en fait, elle avait été beaucoup plus grosse que ce qu'on avait anticipé. Il y avait beaucoup plus de complexité, il y avait des imprévus. On a pris des raccourcis pour quand même la sortir et réussir à tenir l'objectif de l'itération. Donc ça veut dire que par contre, prochain sprint, on doit faire le nécessaire pour que ça devienne clean, hein, et ça doit être fait tout de suite. Il ne faut pas qu'on accumule cette dette-là, hein. Du coup, pour ce sprint planning, on n'oublie pas là ce qu'on a dit, hein, pendant la revue d'itération. Il faut qu'on finalise, voilà, on a réussi à sortir le fonctionnel, c'était cool. Mais tout ce qu'on a dit, là, la dette qu'on a accumulée pour réussir à tenir cet objectif d'itération, voilà, il faut qu'on l'éponge tout de suite sans attendre. Ça nous occupait déjà une bonne partie du sprint. Ok. Et si cette dette qu'on génère n'est pas immédiatement rachetée, il faut bien s'assurer qu'on en garde mémoire, qu'on en garde trace, qu'on la connaît, qu'on la répertorie et qu'on la visualise. Attention là, hein, cette user story, elle va toucher à la messagerie, hein. La messagerie, on a plein de trucs assez approximatifs dedans. Ce qu'on fait avec les sockets, les retries, c'est pas terrible. Donc voilà, potentiellement, ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, je dirais même, c'est l'occasion idéale pour nettoyer tout ça, hein. Franchement, si on touche à la messagerie, il faut qu'on nettoie tout ça, hein. C'est obligé, hein.
Sur cette question de la visualisation de la dette technique, il y a un certain nombre d'articles qui en parlent, qui proposent des manières de la visualiser ou qui font des retours d'expérience. Voilà, je vous mets ça bien sûr dans la description. J'en profite pour vous rappeler qu'en fait, à chaque épisode de Scrum Life, je mets plein de liens dans la description pour aller plus loin, des articles ou des références vers des précédents Scrum Life qui complètent des éléments qu'on évoque. Donc voilà, allez voir la description, il y a toujours plein de trucs super dedans. Et voilà, cet épisode de Scrum Life est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Dans tous les cas, donnez-nous du feedback dans les commentaires ou avec les pouces pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet de faire grandir la communauté. Soutenez également la chaîne, soutenez Scrum Life via le Tipeee ou aussi en écrivant des sous-titres, en participant à la rédaction des sous-titres de cet épisode ou des épisodes précédents. Sachant qu'à chaque fois, je vous mets un lien dans la description pour trouver facilement justement où ça se passe pour générer ces sous-titres-là. Voilà. Je compte vraiment sur vous pour tout ça et je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans.